Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant ma bibliothèque qui a été un petit peu réagencée. Je sais pas si vous vous rendez trop compte, mais on a beaucoup plus de romans de ce côté-là, puisqu'avant mes romans étaient beaucoup plus loin dans ma bibliothèque. J'ai un peu échangé avec les mangas, parce que voilà, j'avais envie de changement, de mettre un petit peu plus les romans en avant sur mes vidéos. Même si voilà, il me reste encore pas mal de mangas sur les dernières étagères, malgré le tri que j'ai fait. Mais bon, on se rapproche peut-être de quelque chose qui me plaît et que je pourrais potentiellement vous présenter dans un bookshelf tour. Mais bon, ça on verra bien si un jour ça arrive, puisque c'est assez compliqué vu que tout est éparpillé entre ici et chez mes parents. Je pense que j'en ai plus chez mes parents qu'ici. C'est un peu une galère. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Je vous ai sélectionné 6 titres. 6 titres que j'ai... Ouais, je les ai tous lus en octobre et voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ces bouquins puisque j'ai des choses à en dire. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera peut-être des idées de lecture. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est le premier roman que j'ai lu en octobre, je crois. Il s'agit de L'Anomalie de Hervé Le Tellier, qui est le prix Goncourt 2020. C'est la première fois que je lis un prix Goncourt. En plus, celui-ci a la particularité d'avoir une petite touche de fantastique, et du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de lire celui-là. Donc j'avais attendu la sortie poche, et voilà, je l'ai acheté cet été. Et voilà, il est déjà lu. Bravo Clémence. Du coup, dans L'Anomalie de Hervé Le Tellier, alors c'est pas du tout le genre de lecture que je lis d'habitude, mais bon, je sors un petit peu de mon confort littéraire petit à petit. Mais dans L'Anomalie, on se retrouve en 2021 et en fait, il se passe une étrangeté sur le vol Paris-New York. Et suite à cela, on va découler en fait toute l'histoire et essayer de découvrir le mystère de tout ça. Je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait je trouve que si on dit ce qui se passe, c'est un peu... le mystère est un petit peu cassé pour cette histoire-là. Bref, il y a une anomalie avec le vol Paris-New York. Et en fait, comment dire ? Je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin pour ce roman. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était sympa, mais j'avoue que je me suis parfois ennuyée, c'est-à-dire que déjà sur les 100 premières pages, un chapitre égale une présentation de personnage. Donc on découvre un petit peu voilà, la vie de un tel qui est tueur, mais un très bon mari, de un tel qui a gâché sa vie, de un tel qui est une pop star mais qui ment souvent, de un tel et machin. Alors c'était sympa et en même temps je comprenais pas où est-ce qu'on allait sur les 100 premières pages et à la fin je commençais un petit peu à m'ennuyer quand même de toutes ces descriptions, etc. Après il se passe le fameux vol. Et après j'ai trouvé que ça commençait vraiment à être intéressant, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là arrivent des explications un petit peu scientifiques, voilà, c'était un petit peu too much, moi j'ai un petit peu lâché sur cette partie-là. Et après, voilà, c'est le après-vol, comment ces personnages, toute cette ribambelle de personnages qu'on nous a présentés font face à cette chose qui est arrivée. C'est un peu une confrontation avec soi en fait. Chaque personnage va être confronté à ça. Et d'une manière bien différente, puisque chacun va réagir assez différemment suite à cette anomalie qui s'est passée. Vraiment des propos très intéressants, mais je trouvais qu'on n'allait pas assez loin et qu'il y avait tellement de personnages qu'en fait on traitait pas assez en détail chaque personnage, chaque événement. Je trouvais que même qu'il y avait des personnages un petit peu oubliés, je trouvais ça un petit peu dommage. Voilà, après... expérience de lecture sympa, mais c'est vrai que ça fera pas du tout partie de mes meilleures lectures de l'année. Malheureusement, petite info en tout cas, c'est que récemment on a appris que ça allait être adapté en série, donc voilà, pourquoi pas attendre la série si ça vous chante. Moi je pense que je regarderai la série quand même par curiosité, parce que c'est peut-être un petit peu plus dynamique sous format série. Je sais pas, mais voilà, mi-figue mi-raisin pour l'anomalie. Mais je rajouterais quand même que c'est un récit assez intelligent, on sent qu'il y a une certaine maîtrise derrière la narration. Mais voilà, ça
Même si pour toutes ces qualités-là, j'avoue que j'ai pas non plus été emportée à 100%. Le deuxième bouquin que je vais vous présenter, c'est une de mes meilleures lectures du mois d'octobre, clairement en fait, puisqu'il allie ce que j'avais totalement envie, c'est-à-dire de la romance, et aussi une lecture en anglais, voilà, parce que j'essaie de me performer un petit peu plus dans l'anglais. Donc voilà, j'achète de plus en plus de bouquins en anglais et j'espère que je vais vachement évoluer dans ce sens. Il s'agit donc de The Love Hypothesis, donc de Ali Hazelwood. Vous l'avez sûrement vu passer assez souvent sur les réseaux anglophones ou ceux qui lisent beaucoup de romances. Et je voulais absolument le tester parce que déjà j'adore la couverture et le thème, puisqu'on est sur une comédie romantique, mais dans le milieu sciences universitaires. Et en fait c'est totalement ce que j'avais envie de lire en ce moment, c'est-à-dire de la romance, un petit peu spicy, qui se lit facilement avec des personnages attachants, des situations assez ridicules et drôles, et voilà, juste un petit bonbon, et c'est ce que ce titre m'a donné. Pour vous faire le pitch rapidement, on suit Olive qui est en 3e année de thèse, donc elle travaille en biologie, et en fait elle se retrouve dans une situation un petit peu désespérée et très malaisante, puisque un soir, alors qu'elle voit sa meilleure amie dans le coin de l'œil passer dans les couloirs, elle se dit « c'est le moment, il faut que j'embrasse la première personne venue pour qu'elle pense que je suis heureuse en amour et qu'elle puisse se mettre en couple avec mon ex ». Sauf que malheureusement, elle va embrasser le docteur Adam Carlsen, qui n'est autre que le professeur tyran de l'université de Stanford, que personne n'aime, qui est hyper cru, et tout de suite, en fait, elle l'embrasse et il la menace de porter plainte pour agression sexuelle. Bref, c'est une catastrophe, sauf qu'elle veut s'enfoncer dans son mensonge pour que sa meilleure amie se sente libre, voilà, de se mettre en couple avec son ex. Et donc démarre d'un commun accord un faux couple entre Olive, étudiante en 3e année de thèse, et le docteur Carlsen, professeur, pas du tout dans la même promo, donc ça c'est cool, dans cette université à Stanford. Alors cette lecture, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture puisque c'est vraiment ce que j'avais besoin. C'est pas un coup de cœur pour la simple et bonne raison que je trouve quand même que malgré le fait qu'on est dans un milieu universitaire, dans les sciences, assez adulte quand même, c'est ça qui m'avait vraiment attirée avec ce titre. Ça change vraiment parce que voilà, on a des vraies motivations puisqu'on est en thèse et on veut voilà, faire une étude sur quelque chose qui pourrait soigner certaines maladies, donc c'est assez profond comme sujet. Cela dit, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont quand même assez clichés, classiques, et Olive, même si elle m'a beaucoup fait rire et que je me suis pris beaucoup d'attache pour elle, je trouvais qu'elle faisait un petit peu quand même encore très ado, et je m'attendais à un truc un petit peu plus adulte, je pense. Mais voilà, ça rendait quand même le tout très comédie, comme ce que c'est en fait. Et voilà, c'est un personnage hyper attachant qui voilà, s'enfonce dans ses mensonges, qui n'ose pas dire les choses pour ne pas blesser les autres ou créer des situations très malaisantes. Et de l'autre côté, on a ce professeur Adam qui est du coup lui assez froid au premier abord, mais qui s'avère vraiment un petit peu plus doux avec elle, malgré des situations un petit peu cocasses. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux personnages. C'était hyper distrayant, c'était tout mignon, spicy comme il faut, pas trop non plus, donc ça c'est cool. Et voilà, en plus on traite de pas mal de sujets en même temps, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, voilà, ça m'a fait passer un super bon moment. Du coup je lirai d'autres œuvres d'elle très prochainement, puisque j'ai déjà dans ma pile à lire Love on the Brain, et donc elle va sortir un nouveau début d'année prochaine, il me semble. Et voilà, j'adore ces couvertures, elles sont vraiment trop canon. Enfin, pour terminer avec les romans, j'ai lu les 2 premiers tomes de Blackwater, voilà, qui est donc un roman, une saga de romans feuilletons sorti chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Donc c'est en 6 tomes, et c'est sorti donc toutes les 2 semaines entre avril et juin, il me semble, de cette année. Donc une édition super belle, vraiment. Il faut vraiment que j'aille, je pense que cet après-midi je vais aller m'acheter la suite.
Voilà, pour enchaîner et vous faire une réunion, pas du tout, une vidéo sur la saga complète si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, j'ai totalement envie de faire ce genre de vidéo. Et donc, voilà, 6 tomes pour cette saga. Mais cette saga, de quoi elle parle? On se retrouve donc à Perdido, qui est une toute petite ville dans le sud de l'Alabama. Et sauf que cette ville vient d'être totalement ravagée par une énorme crue qui a fait qu'on a inondé toute la ville. Donc tout le monde a été évacué et on va suivre du coup Oscar Casquet qui fait partie d'une famille, d'une des familles les plus riches de Perdido. Et en fait, il est dans une barque et il est juste en train de se promener en fait dans la ville qui est juste ravagée par l'inondation. Je vais y arriver. Et donc il est là et en fait il va se rendre compte qu'il y a une femme qui est restée dans un bâtiment, sauf qu'elle a un comportement assez étrange. On dirait pas que elle ne devrait pas être là, elle ne devrait pas avoir survécu, mais voilà, il l'accueille et donc sa famille, la famille Casquet, va l'accueillir. Sauf que la matriarche de cette famille, donc Marie-Love, qui est la mère d'Oscar, voit sa venue comme un très mauvais œil. Et en fait, il y a un énorme mystère autour de tout ça, on ne sait pas trop où on va nous mener. Et c'est ce qui fait que cette saga est un petit peu un ovni. Je dis un ovni pourquoi? Parce que vraiment le premier tome, je me suis demandé où est-ce qu'on allait. Je trouve que ça pose vraiment une véritable ambiance. C'est hyper unique en fait comme lecture. J'ai jamais lu quelque chose comme ça, puisque il se passe des choses, mais c'est pas non plus hyper. Enfin, il se passe des choses sans s'en passer, j'ai l'impression. C'est assez étrange comme ressenti. Mais en fait, ça place vraiment une ambiance assez pesante, très mystérieuse, où on comprend pas trop ce qui va se passer. Et il se passe des choses même horribles, mais voilà, comme si tout était effacé. Il y a certains personnages qui n'ont pas vraiment des réactions normales, bref. Donc voilà, ça pose toute une ambiance. Et j'ai un peu plus aimé, je pense, le second tome. Alors j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai encore plus aimé le second, et je pense que ça va faire que d'augmenter selon les tomes. Non seulement les couvertures sont de plus en plus belles, mais je pense que l'histoire va être beaucoup plus intense. Et voilà, il y a un certain mystère qui persiste, et on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est vraiment un petit feuilleton qu'on suit. Moi j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, je vous en parlerai plus du coup quand j'aurai lu la saga en entier, parce que vraiment ça se lit super vite, hein. Chaque tome fait à peu près 250 pages maximum. Donc à voir ce que ça donne pour la suite, mais pour l'instant je valide complètement. C'est vraiment une bizarrerie, mais une bonne bizarrerie. Parce qu'en plus, on a quand même des bonnes thématiques, je trouve, puisqu'il y a quand même un problème un énorme écart de classe sociale dans ce roman. On parle des inégalités, de la place de la femme, de plein de choses en fait en même temps. Donc c'est vraiment super intéressant, malgré l'intrigue qui est hyper inquiétante tout du long. Donc vraiment, on verra pour cette suite, mais moi pour l'instant j'adhère totalement, mais je pense vraiment que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ensuite, on va passer au manga. Alors celui-là, j'en ai fait un post, donc voilà, je vais pas non plus trop m'attarder dessus, mais en même temps, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est pas un titre qui marche beaucoup chez la maison d'édition. Du coup, je voulais vraiment le mettre en avant. Il s'agit de Demande à Modigliani, donc de Iku Ayazawa chez Naban. C'est une série en 5 tomes autour de l'art principalement, puisqu'on va suivre Shiba, Motoyoshi et Fujimoto, qui sont 3 étudiants en école d'art, une école d'art où tout le monde peut y accéder. Voilà, il y a moins de prestige que certaines écoles d'art. Et en fait, on va suivre du coup ces 3 jeunes adultes évoluer au sein de cette école, puisque l'art, tout ce qui est artistique, c'est assez compliqué, puisque c'est du coup des garçons qui voilà, veulent en faire leur métier, mais c'est assez compliqué, puisqu'ils sont vraiment passionnés, mais voilà, c'est très compliqué de faire sa place dans l'univers artistique. J'ai bien aimé cette histoire parce que vraiment
On découvre plein de techniques, différentes, parce qu'il y a pas que la peinture, il y a, le verre, il y a la poterie, il y a la mosaïque et cetera. Voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses et en même temps, c'est pas plombant d'informations, il y a pas trop de choses, d'un coup. C'est quand même des jeunes gens qui sont encore pleins d'une certaine innocence, donc du coup, c'est hyper, attendrissant. Hem Et voilà, on va les voir évoluer ensemble, voilà, on va passer, du rire, au stress, aux larmes parce que c'est, très difficile ce qu'ils font, il faut persister pour, y arriver. Des fois, ils vont aller trop loin, dans cette persistance finalement. Donc voilà, c'était hyper, attendrissant. Je sais que le dessin est assez critiqué, en disant que le dessin est assez moche. Alors moi je suis pas du tout de cet avis-là, j'aime beaucoup le dessin. Alors c'est vrai qu'il est assez inégal, sur certains points, il est un peu brouillon, mais moi je sais que c'est, un petit peu le genre que j'aime et voilà, personnellement je trouve que les couvertures sont super jolies. Je comprends pas trop pourquoi il attire pas vraiment. Moi en tout cas c'est vraiment un super titre que je vous recommande à fond. Vraiment, si, vous aimez ce genre-là, c'est vraiment super bien. Je je peux que vous le recommander franchement. Et voilà, juste, foncez sur, cette, petite, pépite cachée je trouve. Et voilà, qui vous fera vraiment passer un super bon moment. Pendant mes vacances, j'en ai profité pour lire une saga de manga, complète, constituée de 9 tomes. Il s'agit donc de Innocent, donc de Shinichi Sakamoto. C'est la première fois que je lis, ce mangaka, et en fait, c'est que la première saison puisqu'en fait Innocent est composé de 2 saisons. Donc Innocent en 9 tomes et Innocent Rouge en 12 tomes de mémoire. Du coup, dans Innocent, de quoi on parle? J'ai vraiment bien fait de le lire pendant la période Halloween, puisque c'est, je pense, le manga le plus violent que j'ai lu, de ma vie. Mais Innocent, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Charles-Henri Sanson, qui était un bourreau, un exécuteur, à Paris pendant la Révolution française et pendant le XVIIIe siècle, sous, Louis XVI et d'autres Louis. Je vous en dis pas plus, mais du coup on est dans cette période-ci qui est assez importante dans l'histoire française, où régnait beaucoup d'inégalités notamment. Mais là voilà, on prend place au tout début du récit avec Charles-Henri Sanson quand il avait 14 ans, et il est juste dégoûté d'être né dans une grande famille de bourreaux, puisque son destin est scellé, il devra être l'exécuteur de Paris pour faire succession à son père. Sauf que voilà, le chemin va être plutôt semé d'embûches, ça va pas être facile pour lui et du coup, voilà, c'est totalement contraire à beaucoup de choses auxquelles il croit à la base, d'exécuter des personnes. Et du coup, avant de vous donner mon avis, juste trigger warning de fou, puisque ça a beau être un manga que j'ai beaucoup aimé, et ça je reviendrai après dessus, attention parce que c'est méga violent, il y a du sang énormément, vous vous en doutez bien, puisque ce sont des exécutions, il y a de l'acharnement, il y a beaucoup de violence, il y a du viol notamment, des scènes vraiment un peu malsaine, bizarre, j'ai pas toujours compris, je vous l'avoue. Voilà, c'est un manga assez crade, donc faut le savoir quoi. J'aurais aimé le savoir avant, je pensais pas que c'était autant, mais bon, bref, il y a certaines choses assez explicites qu'on n'est pas forcément prêt à voir et à vivre. Bref, du coup, pour revenir sur mon avis sur Innocent, j'ai énormément aimé, c'était hyper addictif. Je l'ai lu en 2 jours, les 9 tomes, mais j'aurais pu vraiment les lire en une seule journée concrètement, mais juste me suis retenue pour apprécier un petit peu plus la lecture. Et du coup, le dessin notamment, qui est absolument grandiose, c'est époustouflant comme dessin. C'est fin, c'est hyper bien détaillé, il y a énormément de décors. C'est dingue, franchement, c'est hyper immersif du coup, et ça rend vraiment le
les choses très frappantes et ce qui fait que la violence est encore bien plus réelle en fait dans notre esprit. Ça c'est ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le dessin aussi. J'ai aussi énormément aimé le sujet qui est traité puisque on parle quand même d'un garçon qui est condamné en fait à sa condition. Il va devoir être le bourreau le plus populaire en fait, le bourreau du roi, etc. Je vous en dis pas plus là-dessus, mais voilà, c'était une lecture hyper intense et en même temps, je trouve qu'il y avait des choses un petit peu bizarres. Alors, on n'est pas axé que sur Charles-Henri Sanson, on est axé vraiment sur sa famille, on va s'axer du coup sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, etc. Beaucoup de personnages et de figures de cette période qu'on connaît grâce à nos cours d'histoire. Et en fait, déjà, je trouve ça hyper impressionnant qu'un artiste japonais se soit autant bien documenté sur la Révolution française et cette période-là du XVIIIe siècle. Et en même temps, je trouve qu'il prend certaines libertés assez, assez choquantes qui sont d'ordre purement... je trouvais que c'était vraiment des fois un petit peu bizarre et malsain. Des fois, il y a des choses je trouvais pas ça pertinent de faire autant de pages descriptives sur ça, même si des fois c'était vraiment bien réalisé, mais des fois je trouvais ça très voyeuriste. Et c'était... voilà. Mais je pense que c'est ce que cette série procure aussi, parce que c'est juste qu'il y a certaines choses qui me mettent plus mal à l'aise, alors que certaines scènes hyper violentes d'exécution, je les ai peut-être lues en mode ouais bah normal. Bizarre. Voilà, il y a des scènes où il y avait plus de sang qui m'ont moins choquée que d'autres scènes qui étaient beaucoup plus psychologiques et mentales. Et voilà, bref. Je pense que cette partie-là pourra diviser en tout cas. Pour autant, ça n'enlève rien au fait que je trouvais que c'était un petit peu du génie, que c'était vraiment très bien exécuté. Mais voilà, très crade, très violent, à ne pas mettre entre toutes les mains. Je pense que je vais attendre un petit peu avant d'acheter la suite, donc Innocent Rouge. Et en même temps, il faudrait pas que j'attende trop avant que les tomes disparaissent. Mais voilà, du coup, mon avis sur Innocent, voilà, que voilà, j'ai vraiment bien apprécié et je comprends l'engouement de certaines personnes autour de ce titre. Mais pour autant, ce sera jamais mon manga préféré puisque voilà, j'ai quand même été gênée par certaines choses. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter La Grande Traversée de Haruko Kumota, d'après le roman de Shion Miura, je vais y arriver. Donc c'est par l'autrice du Rakugo à la vie à la mort, qui est une série de mangas que je vous ai pas encore présentée, mais je vous en ferai une vidéo dessus quand le dernier tome sera sorti. Mais du coup, donc là, Haruko Kumota s'inspire du roman de Shion Miura pour du coup nous proposer un manga en un tome sur la construction d'un dictionnaire. Il s'agit de La Grande Traversée. Du coup, dans cette histoire, on va suivre un jeune homme qui vient se faire recruter par une équipe très spécifique dans une maison d'édition, puisque ce sont eux qui gèrent la création de dictionnaires. Alors c'est un sujet assez particulier, et en fait on va se rendre compte que c'est très compliqué de mettre en avant un dictionnaire, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de financer, sauf que voilà, on rencontre tout un groupe de personnes passionnées par les mots, passionnées par le sens des mots, passionnées par voilà, le fait de rédiger, de construire ce dictionnaire qui s'appellera La Grande Traversée. C'est un long travail qui va prendre des années et des années. Et c'était un super one-shot, tout tendre, tout doux, avec voilà, des personnages qui ont beaucoup de bienveillance en eux, qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font et qui ont vraiment envie de partager le sens de tous ces mots, d'un dictionnaire avec les autres. Et donc on va suivre leur parcours pour arriver à la consécration en fait de ce dictionnaire.
Et voilà, c'était vraiment une lecture toute douce qui nous fait éprouver beaucoup d'attachement pour ce groupe de personnes qui se battent pour ce qu'ils veulent. C'est vraiment un groupe de passionnés et c'était une lecture voilà, vraiment cocooning que je vous recommande franchement. C'est un véritable voyage à travers les mots et à travers les relations humaines qu'on entretient entre nous, avec voilà, beaucoup de bienveillance, je l'ai déjà dit. Mais en même temps, je peux pas vous en dire plus parce que c'est assez fleuve comme histoire et c'est un one shot. Mais moi, je ressors vraiment comblée en tout cas. Et c'est ce que m'a fait ressentir la grande traversée, voilà, qui est un long travail de longues années pour arriver à quelque chose et je trouve ça hyper inspirant en fait comme récit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture et que peut-être certains titres vous les avez déjà lus également et que vous partagez ou pas mon avis. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ces petites lectures d'octobre où je renoue un petit peu plus avec le roman que j'avais un petit peu plus délaissé ces 2 dernières années pour le manga. Mais voilà, je sens que certaines passions littéraires reviennent et c'est franchement cool. Donc voilà, c'était un petit résumé de mes lectures du mois d'octobre. J'ai aussi lu d'autres titres comme Le sang ne suffit pas chez Gunmeister, voilà, qui était sympa, mais pareil, j'ai pas énormément de choses à en dire. Et puis j'ai aussi lu pas mal d'épreuves non corrigées pour dans le cadre du club des lectrices Charleston. Ça, je vous en parlerai du coup d'ici quelques mois quand ils seront sortis véritablement en librairie. Mais voilà, bref, je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche et comme d'habitude aussi de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!